Bonjour, bienvenue à cette session à propos de Cosmos DB. Donc c'est vraiment une session sur la persistance de données et tout ça, mais c'est une session aussi d'introduction, donc c'est pas vraiment une session advanced et comment tuner les dernières millisecondes sur vos requêtes dans Cosmos DB. Donc c'est vraiment une session d'introduction. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric Charlier, je suis MVP Data Platform pour la Belgique. Je travaille énormément avec SQL Server, mais aussi avec toutes les autres technologies, qu'elles soient de Microsoft ou pas. J'ai énormément d'expérience aussi avec Neo4j, qui me sert beaucoup pour tout ce qui est graph et tout ça. Et en plus de ça, je m'intéresse énormément à tout ce qui est NoSQL aussi. D'accord? Alors, il y a plein de trucs sur GitHub et tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est plein de trucs sur les datas. C'est plein d'exemples de code et tout ça. Je vous laisse aller voir à votre aise. Moment, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer vraiment par une brève introduction à ce que c'est Azure Cosmos DB. Alors, quand on dit bref, ça va durer quand même une dizaine de minutes. Après ça, on verra les différents modèles. Donc, il y a plusieurs modèles qu'on peut exploiter. On verra ce que c'est qu'un modèle, on verra quand exploiter chaque modèle. Et puis, on passera à la consistance aussi. Je vais essayer d'expliquer la consistance. C'est vraiment quelque chose de très difficile, c'est très important, mais on va l'expliquer d'une façon assez facile. Et puis, la dernière partie qui ira très très vite, c'est de voir exactement ce qui va sortir bientôt sur Cosmos DB. Donc, en introduction, il y a vraiment 90% des données qui ont été créées ces 2 dernières années. C'est pour ça qu'il faut changer vraiment toute notre perspective par rapport à ce qui a été fait sur la donnée depuis 30 ans. Pendant 30 ans, ça n'avait pas tellement évolué. La plupart des bases de données relationnelles qu'on avait avaient une trentaine d'années. Et depuis quelques années maintenant, ça change complètement. C'est dû à cause de ça. Le nombre de données est en train de véritablement exploser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas s'arrêter. C'est vraiment une courbe exponentielle, ça va aller de plus en plus vite. Donc la façon dont vous avez géré vos données jusqu'à présent, elle était bonne, il n'y avait rien à redire là-dessus. C'est juste qu'il y a de plus en plus de données, donc on ne peut plus utiliser le même paradigme en fait pour continuer à gérer ces données. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles bases de données qui sont arrivées, et en plus de ces nouvelles bases de données, il y a des produits maintenant qui commencent à couvrir différentes façons de gérer les données, et c'est le cas d'Azure Cosmos DB. Toujours dans l'obésité des données, il faut se rendre compte que ça c'est ce qui est fait par minute. Donc pendant qu'on vient de parler, là, en fait, il y a déjà 4000 téras de données qui viennent d'être créées. Et ça représente des milliers de tweets par minute et tout ça. Il faut être capable d'ingérer aussi ces données. C'est pas juste être capable de faire une requête pour les retrouver, mais c'est être capable rien que de les stocker. Alors je dis pas que vous allez stocker tous les téras de mails et de tweets qui sont en train de passer, ce serait stupide, il y en a déjà qui le font, mais vous allez devoir de plus en plus arriver à gérer ce genre de volume de données, et de ce côté-là, il faut changer la plupart des practices. Donc, pour ça, vous avez 2 solutions. La première, c'est que vous vous dites, mais je suis plus malin que tout le monde, je vais créer ma propre base de données, ou à partir d'une base de données existante, je vais essayer de la monter, je vais essayer de faire du cluster. Vous avez ce genre de choses. Vous pouvez tenter de faire ça vous-même. Peut-être que vous y arriverez, vous mériteriez un prix Nobel, même si ça n'existe pas. C'est la médaille, je ne sais plus comment, Turing. Mais voilà, c'est vraiment très risqué, vous avez 99 chances sur 100 de vous planter à essayer ce genre de choses. La deuxième façon de faire, c'est de se dire, il y a des gens plus malins que moi, et il y en a une particulièrement, qui est l'auteur de cette base de données, qui est la principale, et elle me permet directement d'avoir une base de données qui est un service. Donc quelque chose que je consomme, c'est clé en main. Je n'ai pas besoin de commencer à installer tout ça, non. Il suffit de brancher Azure, sortir sa carte de crédit, et ça fonctionne. La deuxième chose, il n'y a pas de limite d'élasticité. Donc vous pouvez commencer aujourd'hui avec votre petite DB, c'est chouette, elle fait 2 mégas ma DB, ouais, super. Et demain, elle en fera 20, 40, 60, 70 gigas, 250 gigas, 250 pétas, c'est pas un problème. Vous augmentez. Il n'y a quasiment pas de limite. Enfin, il y a une limite au niveau des serveurs, mais le temps que vous atteignez ce volume de données-là, eux auront augmenté la taille de leur serveur. Donc, ça c'est la deuxième chose qui est très importante. Vous pouvez vraiment régler vos besoins et les machines. Les deux s'adaptent, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse DB dès le début, un gros serveur comme on le faisait généralement. La troisième chose, c'est le tuning automatique des performances. Alors pour un MVP Data Platform, je vais dire quelque chose qui est assez spécial. Les DBA, c'est dépassé. Ils n'arrivent pas à suivre de toute façon. S'ils doivent commencer à tuner toutes vos queries, ça devient plus possible pour eux. Et donc on est passé à l'ère de l'intelligence artificielle et automatiquement, l'engine va s'adapter à vos queries. Il va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va voir que c'est lent, et il va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Je vais rajouter un index là. Ça fonctionne. Ok, je vais le laisser. Alors cet index, et puis il va voir que vous n'utilisez plus l'index, et il va le laisser tomber.
Donc ça, c'est vraiment le tuning automatique des queries. C'est super important parce que ça vous permet de vous concentrer sur la valeur ajoutée et pas sur le tuning des performances et des « Ah, regardez comme je suis malin, je suis plus malin que l'engine et c'est moi qui ai été forcé ça et ça va aller plus vite. » Jusqu'au moment où ça ira moins vite. Mais donc ça, vraiment, c'est terminé aussi. Tout ce qui est backup, tout ce qui est gestion vraiment de votre environnement, eh ben ça aussi, c'est automatisé derrière. Donc ça vous permet vraiment de vous concentrer sur le code, sur la valeur ajoutée, sur tirer l'information des données et vraiment de laisser toute cette partie infrastructure en arrière de vous. Un autre gros problème des bases de données à l'heure actuelle, il est représenté ici. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce slide? Pour le moment rien, à part des points blancs à certains endroits. Ce sont là où les personnes vivent et c'est là où les personnes interagissent avec les données. Et un des gros problèmes, c'est que si vous voulez transférer une donnée de Paris à New York, eh bien, il y a une latence. Vous êtes obligé. Ça prend 90 millisecondes. C'est énorme. Et donc, si votre DB, elle est à Paris et que votre utilisateur, il est à New York sur son smartphone, eh bien, il faut au minimum 90 millisecondes pour envoyer la query et 90 millisecondes pour récupérer les données. Et là, je vous passe le temps de traitement et tout ça. Eh bien, ça, c'est plus acceptable. Parce que 90 plus 90, ça fait déjà 180. Hein, vous ajoutez un peu de temps de traitement et vous êtes à la demi-seconde et votre utilisateur, il s'impatiente. Donc ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Et ce que fait Microsoft pour ça, c'est la géoréplication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir votre utilisateur qui est à New York, et bien la DB, elle doit se trouver aussi à New York, ou tout près. Si votre utilisateur il est à Paris, la DB qui va interroger, elle doit se trouver à Paris. Et elle doit contenir les mêmes données. C'est ce qu'on appelle la géoréplication. Donc Azure Cosmos DB est géorépliqué nativement. Vous avez à cliquer sur un petit bouton, et c'est géorépliqué. Si maintenant vous voulez créer votre application et qu'elle s'adresse uniquement au marché belge, hein, si vous travaillez pour le Forum par exemple, ça n'intéresse pas tellement les New-Yorkais, eh ben vous pouvez faire en sorte que votre DB se trouve en Europe. À Amsterdam probablement, qui serait le mieux pour nous. Et donc ça, vous pouvez aussi configurer la géoréplication. Après la géoréplication, le deuxième élément très important, c'est la faible latence. Qu'est-ce que ça veut dire la latence? C'est vraiment le moment où les données sont arrivées, elles sont écrites sur le disque et on fait « Ok, je les ai bien écrites » et on renvoie ça. Ça doit être le plus faible possible. Eh bien, au niveau de Azure Cosmos DB, vous avez une garantie sur la latence. C'est la seule database qui vous garantit sa latence. Si ce n'est pas respecté, eh bien, après, vous retouchez quelque chose. Ça vous fait une belle jambe, mais vous retouchez quelque chose au moins. En dehors de ça, il y a le fait que c'est always on, parce que c'est géorépliqué, parce que c'est sur des serveurs qui sont eux-mêmes répliqués en interne, vous êtes sûr que vous avez tout le temps votre base de données. Donc pas de risque de ah mais ça ne fonctionne pas ou des choses comme ça, des interruptions de service massives, non. Ok. Alors c'est du always on, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des micro-coupures ou des choses comme ça. Ça reste que du cloud, ça reste de l'Azure. À certains moments, il y a des petites micro-coupures, ça dure 2-3 millisecondes, et à ce moment-là, la requête est en échec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le verra plus tard, avec les SDK et tout ça, automatiquement, il va réessayer dans ce genre de cas. Elastic, on en a déjà parlé, ça grossit en fonction de votre demande, qu'elle soit aussi bien au niveau de la quantité de stockage que la quantité de CPU que vous avez besoin. Alors, ça ne s'appelle pas du CPU, ça s'appelle du RU, mais c'est la même chose. Donc, vous pouvez dire, je stocke 40 Tera, mais en fait, je ne vais pas les interroger pendant les 3 prochains mois. Ce n'est pas un problème, vous allez payer pour les 40 Tera et vous n'allez quasiment rien payer en CPU. Il y a un minimum, mais ça ne va pas vous coûter. Et puis pendant 3 heures, vous allez utiliser à mort vos 40 Tera, faire un maximum de requêtes, et ben vous montez le CPU qui est disponible. Donc les deux sont vraiment complètement séparés. Vous pouvez complètement dissocier votre volume de votre nombre de CPU qui est utilisé. Un très gros problème encore dont on n'a pas parlé sur les bases de données, c'est la multitude de bases de données qui existent. Aujourd'hui, ça devient la mode, chaque projet utilise sa petite DB. Oh, aujourd'hui, je ferais bien du MongoDB. 3 semaines plus tard, il y a un autre projet qui commence. Ah, ce serait chouette de faire du Cassandra. Et puis, encore un autre projet qui commence. On se retrouve avec un nombre de DB comme ça, qui explose. Et le problème, c'est que ce n'est pas les DB qui explosent. Ça, je m'en fous. Ça fait plus de technologie à maintenir, mais en soi, ce n'est pas un problème. Le fait est que toutes vos données sont à des endroits différents. Alors après, oui, quand il faut aller les récupérer, oui, il n'y a qu'à faire des services qui commencent à faire du merge entre eux et tout ça. En fait, ça devient difficile à commencer à merger toutes vos données. Eh bien, ça, c'est ce qu'on n'a plus envie de voir.
On n'a plus envie que ça devienne difficile de commencer à aller dire « Ah ben je voudrais ma donnée client qui est là, je voudrais la combiner avec la donnée commande qui est là, avoir son statut et tout ça. » Non, ça devient trop difficile. On voudrait que tout soit centralisé dans une DB et plus commencer à démonter comme ça. Pourtant, il y a des bonnes raisons parfois d'utiliser certains modèles. Donc, parfois, oui, il est nécessaire pour les clients d'utiliser une DB de type document. Pour les analyses de fraude, il est nécessaire d'utiliser une graph database. Oui, mais je suis un peu bizarre là parce que je dis c'est nécessaire d'utiliser le bon modèle, mais à la fois il faut le mettre dans la même DB. Et bien, c'est vraiment ce que permet de faire Azure Cosmos DB. C'est un seul engine qui va vraiment permettre de stocker toutes les données, quelle que soit la façon dont vous les avez modélisées, que ce soit de la façon d'un document, que ce soit la façon d'un graphe ou autre chose. Donc, vous avez 4 façons de stocker à l'intérieur d'Azure Cosmos DB. La première, ce sont les entités. C'est quelque chose de très vieux, on repassera tout à l'heure dessus, mais franchement, ça n'a aucun intérêt. La deuxième, c'est les documents, c'est tout ce qui est JSON et tout ça, c'est l'équivalent de MongoDB, c'est vraiment intéressant. On va voir aussi plus en détail après. Troisième, les graphes, c'est vraiment très 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 chouette, c'est vraiment là-dessus qu'on peut faire des analyses vraiment très intéressantes. Et column-wide, qui est le dernier qu'ils viennent d'ajouter. Ils en ajouteront probablement d'autres encore, dans les années à venir, on va ajouter d'autres modèles. Mais quelle que soit la façon dont vous voulez exploiter les données, dont elles sont modélisées, de toute façon, à l'intérieur, c'est toujours modélisé sous forme de ARS. Donc c'est toujours modélisé de la même façon. C'est un atome, c'est-à-dire une propriété, un record. C'est vraiment, si vous prenez une propriété qui est le nom d'une personne, le record ce sera la personne, et la séquence, c'est l'ensemble des personnes qui sont dans cette salle. Donc c'est vraiment toujours comme ça, c'est vraiment toujours du JSON, et c'est la seule façon dont c'est modélisé vraiment dans l'engine. Après, chaque fois que vous allez faire des queries ou des choses comme ça, c'est ce modèle-là qui va être exploité. Et si vous êtes habitué à .NET, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir au-dessus différents langages de query, celui qui s'appelle SQL, Gremlin, Cassandra, enfin SQL dans ce cas-là. Donc ça, ce sont tous vos différents modèles de base de données qui sont là au-dessus. Vous allez faire votre query là-dessus, et automatiquement, Azure Cosmos DB va le transformer dans un query intermediate language. Après cette traduction automatique, il va attaquer le Cosmos DB Database Engine. Donc c'est vraiment la même chose qu'avec .NET, où vous avez vos différents langages au-dessus, vous avez votre langage intermédiaire IL en entre, et à la fin, vous avez tout votre runtime. C'est vraiment le même principe, donc c'est pas normalement nouveau si vous êtes habitué à .NET. Les autres langages ont à peu près la même chose aussi, et donc c'est vraiment quelque chose qui est par contre nouveau dans le monde des bases de données. Ça veut dire qu'ils peuvent très facilement ajouter une nouvelle API, un nouveau langage au-dessus. Il suffira juste d'effectuer la conversion vers le langage intermédiaire. Multi-SDK, ça c'est un autre grand point, c'est la partie multi-SDK. Qu'est-ce que c'est que le multi-SDK? D'abord, ça supporte un ensemble de langages. Vous pouvez utiliser Azure Cosmos DB aussi bien avec Java, Python, .NET, Node.js et tout ça. C'est vraiment très très libre, très très grand. Alors il commence à ajouter de plus en plus de Go, mais il y a moyen avec tout ça. Et je vais expliquer après comment ils font pour supporter de plus en plus de langages. Autre chose, on l'a déjà vu, il y a plusieurs API qui sont disponibles, pas toujours dans les mêmes langages. Alors vous allez me dire, ça n'a pas grand intérêt de faire du Gremlin à autre chose que sur le Gremlin API. Oui, mais c'est assez spécial et ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. D'accord? Donc, le principe, c'est d'utiliser les protocoles drivers existants. C'est-à-dire arrêter de réinventer la roue. Quand ils ont ajouté, sur le slide précédent, à un moment, ils ont ajouté MongoDB, ils n'ont pas commencé à réécrire un driver pour Java, un driver pour .NET et tout ça. Non. Ce qu'ils ont fait, c'est reprendre les drivers qui existaient déjà pour MongoDB. Et ce qu'ils ont fait, c'est juste de les adapter, pas de les adapter, d'adapter leur point d'entrée pour être compatible avec le driver MongoDB. Ils ont fait la même chose avec Cassandra, c'est ce qu'ils appellent les API de compatibilité. C'est-à-dire que théoriquement, vous pouvez prendre vos applications qui tournent aujourd'hui sur MongoDB, vous changez la chaîne de connexion ou les paramètres de connexion, et vous la faites tourner demain sur Azure Cosmos DB. C'est faisable, avec des résultats partagés. Mais ça ne demande pas trop d'efforts. Et ça va de mieux en mieux. Alors, des outils, il y en a aussi à profusion. Le premier outil que vous allez être amené à utiliser régulièrement, c'est l'Azure Portal Query Explorer.
donc ça, on va l'utiliser plus loin, c'est vraiment l'endroit à l'intérieur du portail Azure où vous pouvez commencer à faire vos queries sur votre database et tout ça, et aller voir ce qui se trouve dans votre database. Il y a aussi des extensions pour Visual Code. Alors ces extensions, elles sont très bien, elles font exactement la même chose que dans le portail, mais vous n'êtes pas dans un environnement web, vous êtes dans Visual Code, mais elles ne fonctionnent que pour Gremlin, SQL et MongoDB. Les autres sont en cours de développement. Il y a un vieil outil qui s'appelle l'Azure Storage Explorer et qui permet, lui, d'aller sur SQL et les tables. Et il y a aussi tout ce qui est l'émulateur. Alors l'émulateur, c'est très très bien parce que ça vous permet de tester en local comme si vous étiez sur Azure Cosmos DB. Donc comme c'est en local, ben, vous ne payez pas, ou en tout cas ce n'est pas le même système. Enfin, il n'y a pas de frais directement pour Microsoft. Il y a les frais de vos serveurs et tout ça que vous avez en local. Ce n'est pas fait pour de la production. Il ne faut surtout pas essayer de l'utiliser pour de la production. Il plante quand même assez régulièrement, pas pour embêter un développeur, mais suffisamment pour embêter de la production. Et vous pouvez utiliser l'API SQL et l'API MongoDB dessus. Donc si vous voulez faire du développement en Gremlin, vous êtes obligé d'utiliser aujourd'hui la partie Azure, Cosmos DB. Donc comme si c'était de la production, il vous suffit de descendre au minimum le volume et de descendre le nombre de RU aussi. De toute façon, ça ne coûte pas trop cher quand vous êtes au minimum. Tous vos outils aussi qui supportent MongoDB, que ce soit RoboMongo, Mongoose ou n'importe quoi, sont aussi exploitables avec Azure Cosmos DB. Pourquoi ? Ben encore une fois, ils utilisent le même driver, donc derrière, que ce soit n'importe lequel de ces outils, ils ne voient pas que c'est MongoDB ou bien que c'est Azure Cosmos DB. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre aussi. D'accord ? Donc, pas de questions ? Sûr ? Allez, ok, on continue. Donc, maintenant qu'on a discuté des différentes choses qui forment Azure Cosmos DB, le tout c'est de bien choisir son modèle. Si vous commencez à utiliser Azure Cosmos DB, passez 2 semaines à réfléchir là-dessus, passez 1 semaine en plus en vacances, et puis revenez et discutez-en avec vos collègues avant de choisir un modèle. Parce que tout se joue là. Si vous faites un mauvais choix de modèle, vous aurez de mauvaises performances de DB, vous aurez des difficultés à implémenter, et le projet va être un vrai calvaire. Donc faites un bon choix dès le début. Donc, si vous voulez utiliser une base de données de type document, elle est couplée à 2 API. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si vous voulez commencer à faire comme du MongoDB, vous pouvez aussi bien interroger avec le langage de query de MongoDB qu'avec ce qu'ils appellent du SQL. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça s'appelle du SQL, mais que ce n'est pas du tout du SQL. Après, si vous voulez faire du graph, donc si vous voulez commencer à faire ce que fait Neo4j ou des choses comme ça, vous devez utiliser Gremlin. Cassandra pour les column wide et les entities pour les tables. Si on regarde le document, la partie document, c'est quoi? C'est vraiment la chose la plus simple à comprendre, c'est un document JSON. Donc il faut savoir, et là je vais me faire taper par les gens de MongoDB, en gros MongoDB ça fait quoi? Ça stocke du JSON, c'est tout. D'accord? Ça stocke des familles, des collections de documents JSON. C'est très important de choisir ce modèle-là uniquement si vos données sont contenues. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous ne faites pas de join entre les tables. Si vous devez commencer à joindre 2 choses, ce n'est pas un bon modèle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec ça. Si on prend un exemple simple, un client qui passe des commandes. Ben, vous pouvez modéliser votre client et dire que c'est votre collection, et à l'intérieur du client, avoir une propriété où vous avez toutes ces commandes. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle commande, vous ajoutez. Ça, c'est une façon qui est valable de modéliser au niveau de MongoDB, au niveau d'une document database. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut créer 2 collections, une collection commande et une collection client. Ce serait une mauvaise chose. Vous intégrez une collection dans l'autre. Le gros bénéfice qu'il y a avec ce genre de modèle, c'est que c'est une unité d'écriture. Donc si vous voulez commencer à ajouter une commande, ben, vous allez devoir réécrire tout votre client. Si vous voulez ajouter une deuxième commande, vous allez devoir réécrire tout le client. Alors c'est un bénéfice parce que vous êtes sûr que vous avez toujours une transaction acide là-dessus, donc que vous n'êtes pas en train de faire des bêtises. Mais c'est surtout très rapide, très facile de savoir quel objet est bloqué. En termes de choses qui sont bloquées entre lecture et écriture, c'est beaucoup plus facile avec ce modèle-là.
Donc, quand est-ce qu'on l'utilise? Quand les relations entre objets sont contenues. Donc, comme on l'a dit ici, je dis j'ai mon client à l'intérieur, j'ai toutes mes commandes. Comme une commande ne peut pas être passée par deux clients, ce n'est pas un souci. OK? Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est une relation qui est contenue. Par contre, c'est un très mauvais exemple de relation qui serait one-to-few. Parce que si votre client il commence à faire comme moi, il commande tous les 3 jours, au bout d'un moment, vous allez avoir une liste de commandes qui est impressionnante. Et là, chaque fois que vous allez mettre à jour, vous allez devoir réécrire tout votre client, donc tout son historique de commandes. Et ça va commencer à faire chaque fois une transaction très lourde. Donc ça, c'est un mauvais exemple de relation one-to-few. Par contre, faire l'inverse, et dans la commande, stocker le client, ça c'est une relation qui est réellement one-to-few. Parce que vous n'aurez jamais 2 clients sur une même commande. Donc vous avez une relation 1-1 entre les deux. Donc encore là, il y a vraiment de la réflexion à avoir pour se dire, mais est-ce que c'est une collection de commandes que j'ai ou est-ce que c'est une collection de clients? Si vous ne faites pas cet effort de réflexion, vous allez vous planter sur la plupart des projets Azure Cosmos DB. Un autre gros point, c'est que les données doivent changer peu fréquemment. Alors dans mon exemple de commande qui contient un client, ce n'est pas un gros souci. Si votre client change d'adresse, est-ce que vous voulez vraiment changer l'adresse sur toutes les commandes précédentes? Donc pour moi, c'est encore un très bon cas d'utilisation de Azure Cosmos DB. Par contre, si maintenant vous voulez commencer à changer, ça veut dire qu'il va falloir faire un update de toutes les commandes du client et d'abord rechercher toutes les commandes qui ont été passées par le client. Ce qui peut s'avérer un très mauvais choix dans ce cas-là. Donc il faut vraiment bien réfléchir à vos use cases avant de partir là-dedans. Un gros avantage aussi de tout ce qui est DocumentDB, c'est la facilité avec laquelle on peut changer un schéma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de schéma. Qu'est-ce que c'est changer le schéma? C'est se dire, ah ouais, on avait les clients, les commandes, ce serait bien aussi de stocker le livreur qui a fait la livraison. Ce n'est pas un problème. Vous ne devez pas commencer à faire des migrations du passé, des migrations de données et tout ça. Non, laissez ça à l'équipe BI qui tirera son plan avec ça. Vous allez juste rajouter le champ. Un champ supplémentaire. C'est pas difficile. Puis vous vous rendez compte que ce n'était pas vraiment utile, vous le supprimez. Ce n'est pas un problème. Pas de migration de données non plus. Ça se passe tout à fait de manière transparente. Ne prenez jamais comme hypothèse quand vous faites une query sur un document DB qu'il y a l'information que vous cherchez. Elle peut très bien ne plus être là. Donc, ou ne jamais avoir été là, ou ce genre de choses. Et donc, franchement, tout ça doit être géré au niveau de votre query. Au niveau de votre query, ne croyez jamais que le champ existe. Prenez toujours le cas où ce champ n'existe pas. Sur les referencing data, c'est quoi? C'est vraiment de se dire, OK, il m'a dit, tout doit être contenu dans ma collection. Tout doit être contenu dans ma collection. Maintenant, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui doivent être mises à certains endroits en dehors. Et dans ce cas-là, vous devez faire des referencing data. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, vous voulez vraiment stocker beaucoup d'informations sur le pays, ce n'est pas un gros souci. Vous faites une collection de pays et à l'intérieur de chaque client, vous faites un référencement vers le pays. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être juste un ID. Ça va se transformer en quoi? Ça veut dire que vous allez faire 2 queries. Une première query pour récupérer votre client et vous faites « Oh, il y a un pays à l'intérieur. Je fais une deuxième query pour avoir le pays. » D'accord? Réfléchissez au nombre d'allers-retours que ça fait sur le serveur. Et donc ça ne va pas se faire trop souvent. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. OK? Attention, un dernier point là-dessus, c'est que ce n'est pas une contrainte référentielle. Si vous effacez le pays, ça ne pose pas de problème. Il ne va pas vous dire « Ah, attention, le pays est utilisé dans telle commande. » Ça n'existe pas, ça. Et donc, vous allez avoir des clients qui sont référencés vers un pays qui n'existe pas. Oui? Ça fait du relationnel. Si vraiment votre but est d'aller dans les deux sens, donc d'aller aussi bien de client vers commande que de commande vers client, que vous voulez utiliser les deux sens de la relation, alors vous avez un problème relationnel. Et je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas utiliser MongoDB ou n'importe quel document DB, mais sachez qu'à ce moment-là, ça commence à devenir un cas qui est limite d'utilisation. Alors si ce n'est pas trop grave, que c'est de temps en temps une query et que vous êtes prêt à mettre les ressources à ce moment-là pour le faire, ouais, on le fait. Mais si c'est tout le temps, vous avez un problème, et si vous avez vraiment tout le temps ça, ce n'est pas le bon modèle. J'ai parlé de ça? Oui. Alors, il y a un modèle, qui est un modèle de document, et il y a 2 API. La première, c'est l'SQL API. Ça paraît chouette, il est mis SQL.
eh ben, c'était vraiment ça le but de Microsoft quand ils l'ont appelé SQL API. C'était de vous faire croire que c'était du SQL. Et donc c'est la première qu'ils ont mis en place. C'est vraiment quelque chose qui est historique. Et leur point, c'était rien de neuf sous le soleil, les gars. On vous fait croire que c'est juste du SQL, c'est juste du SQL, et donc avec vos skills de SQL, vous allez directement faire ça, et ça va aller. Eh ben, on va le voir tout de suite. Ça ressemble à tout sauf à du SQL, et plus vous êtes fort en SQL, plus vous allez ramer pour ça, parce que ça ressemble d'un point de vue syntaxique, mais après c'est complètement différent. Donc, juste une petite démo pour montrer. Et non, Cédric. Voilà. Donc ici, j'ai une très très grosse base de données qui est une base de données DocumentDB. Alors, j'espère que ça marche. Ouais. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, ceci c'est le Azure DB Emulator. Ok. Donc c'est ce que vous pouvez installer sur votre machine pour commencer à faire du dev. Ok. Donc j'ai vraiment chargé énormément de documents puisque j'en ai 2 qui sont ici. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une description d'une famille. Ok. Et donc si je veux faire une query, voilà, ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais appeler F, ma table principale. Ce serait plus facile puisque c'est une famille. Donc si je fais ça, ben ça me retourne, bien sûr. Ça ne fonctionne pas. Il s'est coupé. Donc, on le réouvre. Voilà. Donc, families, documents. Ok. Donc ça, c'est le petit problème hein, dans les démos. C'est que ça ne fonctionne jamais. Voilà. Donc si je fais juste ceci, ben, j'ai ici, vous regardez ici, j'ai mes 2 documents qui apparaissent ici. Ok. Si maintenant je dis, ah ben, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir l'ID de mes familles, ben, je mets FID, voilà, et je vais juste retourner l'ID des 2 familles. Ok. Donc jusque-là, ça paraît très facile. Maintenant, je vais réafficher mes documents. Si vous regardez ici, à l'intérieur, il y a un des champs qui s'appelle Children. Ce serait bien, et ce que je vais essayer de faire, c'est d'afficher le nom de chaque enfant, le prénom de chaque enfant. Ok. Donc si je retourne ici, je dois dire que je fais un join. Alors c'est un join à l'intérieur du document. Que ça s'appelle cinf.children. Voilà. Donc, bien sûr, c'est point first name. Voilà. Donc, ce qui me fait ici, c'est de me trouver chaque enfant. D'accord. Donc, si vous regardez les documents qui sont ici, eh ben, je n'ai aucun problème ici. Il n'y a bien qu'un enfant qui s'appelle Henriette. OK. Et si je regarde dans la deuxième famille, il y a bien 2 enfants qui s'appellent Jessie et Lisa. Ok. Alors, comme on le voit ici, ben, malheureusement, je n'ai pas le prénom de Jessie et de Lisa. Pourquoi? Parce que la property n'est pas la même. C'est given name dans mon deuxième document. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion de schéma. C'est probablement 2 documents qui ont été faits dans des schémas différents. Et donc, vous devez faire ce genre de choses au niveau de la query, c'est lui dire, oui, on appelait ça le first name avant, maintenant on l'a appelé le given name, donc c'est le même champ, il m'intéresse de la même façon. Donc c'est un simple alias, first name, comme ceci. Voilà. Et donc là, je retrouve bien mes 2 prénoms, first name, Jessie et Lisa, pour chacune des familles. OK ? Donc ça, c'est vraiment une API qui vous permet de faire du SQL. Hein, et faites attention parce que ça ne se voit pas dans des exemples assez simples, mais quand on commence à aller sur des arrays et à faire des counts et tout ça, là, ça devient vraiment compliqué, ça devient vraiment différent du SQL. Donc, c'est une première bonne approche. C'est assez facile parce que vous êtes habitué au vocabulaire, donc vous ne cherchez pas pendant 3 mois si ça s'appelle select ou quelque chose comme ça, non? Ça, c'est beaucoup plus intuitif si vous êtes habitué au SQL. Et ça vous permet vraiment de faire ce genre de query. Donc ça, c'est l'API SQL. Des questions là-dessus? Non? OK. Donc il y a une deuxième API qui est offerte pour aller vraiment sur le même genre de document. Donc ce que je vais faire ici, c'est utiliser le même stockage. Je vais réutiliser mes 2 documents dans la prochaine démo pour aller faire des queries autrement. Et c'est l'API qui est offerte par MongoDB.
Et en fait, ça, c'est un changement de stratégie du côté de Microsoft. Au début, ils se sont dit, réinventons la roue comme on a toujours fait. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, ouais, c'est quand même, ça coûte cher. C'est difficile pour les gens de migrer d'un truc à l'autre. Ce qu'on va faire, c'est reprendre les API qui sont offertes déjà par les autres databases. Et donc, ils utilisent la même API. Donc, quand vous faites une query, c'est exactement la même. Quand vous avez du code qui fait une query sur MongoDB, eh ben, c'est exactement le même code qui se fait sur Azure Cosmos DB. Donc, c'est ce qu'ils appellent une API de compatibilité. Bien sûr, tout le monde comprendra qu'il y a un aspect très marketing là-bas derrière, c'est venez chez nous et quittez MongoDB. Donc, ils réutilisent les drivers existants et ils veulent avoir une expérience qui est vraiment plug and play. Donc, c'est vraiment, je ne change rien et tout de suite, je peux me connecter à MongoDB. À Azure Cosmos DB à la place de MongoDB. Donc, ici, j'ai un petit exemple qui est tout simple. Alors, ce petit exemple tout simple, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, c'est juste une connection string, hein, je vous passe le détail. Vous pouvez prendre la photo, de toute façon c'est sur ma machine, donc ça ne m'embête pas. Vous êtes obligé de faire du TLS12 pour ceux qui sont spécialistes en sécurité, spécialistes en MongoDB. Donc ça, vous ne pouvez pas changer. Donc qu'est-ce que je fais une fois que j'ai défini ça? Je suis juste en train de définir mes credentials dans les 3 premières lignes. Puis ici, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose que si vous êtes habitué à faire de l'ADO.NET, vous êtes en train d'ouvrir une connexion. Ici, c'est un Mongo client, hein, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire d'aller sur une database bien précise, d'aller sur une collection bien précise, donc d'aller sur la collection des familles. OK? Puis, ici, qu'est-ce que je fais? Je lui dis juste, fais un find, donc fais une recherche, c'est un espèce de select star, hein, c'est comme ça qu'on fait en MongoDB, et je lui passe en fait un JSON document. Pourquoi? Parce que le select find, en fait, il faut lui dire, recherche tous les documents qui ont le même pattern. Et si je lui passe en fait un pattern qui est vide, donc en fait tous les documents vont matcher à ça. Donc c'est une espèce de path closeware que je suis en train de faire là. Alors ce qui est très chouette ici, c'est que en fait tout est fortement typé. Donc si je voulais sélectionner des champs ou des choses comme ça, ici je ferai un project, voilà, et hop, et je suis directement avec du fortement typé où je pourrais commencer à créer des choses et tout est fortement typé. Donc je suis pas en train de, je peux pas faire une erreur de syntaxe à ce niveau-là. Je ne peux pas commencer à oublier, ah mais last name, non c'est une majuscule ou des choses comme ça. C'est pas possible. Okay? Après, avec ça, vous voyez que j'utilise une family, ici. J'ai donc ici un objet, une classe en C# qui est juste le retour. Et ce que je lui dis c'est, bon, s'il y a des extra éléments qui viennent de la DB, tu t'en fous, tu t'en occupes pas, tu les laisses tomber. Par contre, si tu trouves un élément qui s'appelle last name, ici, tu me le maps sur mon champ qui s'appelle last name. Okay? Donc, ce qui va se passer quand je vais exécuter ce code-là, il va interroger la DB, il va lui dire « donne-moi tous tes documents », il va recevoir quelque chose de la DB, et directement, il va faire le mapping de last name sur last name. C'est un peu comme un ORM ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas un très très gros nouveauté, sauf que c'est entièrement typé et que c'est entièrement natif. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire ici, c'est juste afficher le nombre de familles qu'il y a, donc un family count, et d'afficher le last name pour chacun. OK? Alors, on prie. Tadam. Voilà. Et donc j'ai bien 2 familles, une qui s'appelle Anderson, l'autre qui n'a pas de propriété last name. J'aurais dû faire la même chose que tout à l'heure et lui dire que le family name se trouvait à un autre endroit dans mon deuxième document. Mais donc ça, c'est vraiment le même code. Si maintenant j'utilisais le même code, et non pas sur Azure Cosmos DB, mais que je l'utilisais sur MongoDB, je ne change pas la moindre ligne de code, ça me donne le même résultat. Exactement. Okay? Et donc c'est la même family aussi, c'est la même collection à l'intérieur de ma base de données Azure Cosmos DB que j'ai fait des queries selon 2 API. La partie MongoDB et la partie SQL API. OK? Bon. Donc, le support de MongoDB, il est pas total. C'est ça la partie qui est embêtante. Donc on vous dit oui, il n'y a qu'à changer la connection string et ce sera parfait. Ouais, il y a quand même quelques fonctions qui ne sont pas utilisées. Donc il y a une partie des choses qui ne sont pas faisables et où vous devez réutiliser d'autres fonctionnalités. D'accord? Ce n'est pas faisable aujourd'hui tout. Pourquoi? Parce que la traduction de l'API n'est pas la même. Alors il y a un deuxième gros problème avec MongoDB qui est parfois une très bonne nouvelle et qui est parfois un problème.
c'est que les performances ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas un engine MongoDB qui est derrière, c'est un engine Azure Cosmos DB. Et donc vous avez juste l'API qui est la même. Et donc quelque chose qui peut être très rapide en MongoDB peut se retrouver très lent en Azure Cosmos DB et inversement. Donc ne croyez pas, si vous avez eu un moment une base de données qu'on vous dit « mais tu changes, tu n'as qu'à l'envoyer vers Azure Cosmos DB », ne prévoyez pas un jour. Prévoyez au moins une quinzaine ou une vingtaine de jours, parce qu'il va falloir tout retester au niveau des performances. Donc, sauf si vous avez des tests automatisés, où là c'est super simple, mais si vous faites du testing manuel, prévoyez vraiment du temps pour tester, et prévoyez du temps qu'il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas utilisées. Alors, utilisables. Quand on dit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas utilisables, c'est des fonctions quand même très avancées en MongoDB, et c'est probablement que vous êtes sorti des guidelines, quand est-ce qu'il faut utiliser MongoDB et quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Et en plus, le gap se réduit de plus en plus. Il y a un an, le gap était quand même conséquent. Maintenant, le gap est vraiment réduit sur des choses d'experts. OK? Alors, non, je n'ai pas de début. OK. Une autre API. Donc, jusqu'à présent, on a vu tout ce qui était document. Et on a utilisé deux API qui sont SQL et MongoDB. Maintenant, on va voir une autre type de modélisation. Cette modélisation, c'est ce qu'on appelle la modélisation en forme de table. Alors, c'est très compliqué à comprendre, c'est que les tables n'ont rien à voir avec le relationnel. C'est Microsoft qui s'est dit que ce serait très intelligent d'appeler ça table, alors qu'en fait, normalement, ça s'appelle entities dans la théorie. Et donc, ils nous font croire que c'est des tables, mais en fait, c'est des tables que vous ne pouvez pas joindre. Donc là, c'est strictement impossible. Ce n'est pas que c'est déconseillé, mais c'est strictement impossible de joindre deux tables. Donc, si vous avez deux types d'entities différents, et que vous voulez faire un join à un moment donné, il faut les ramener sur votre PC et faire le join manuellement dans votre PC, parce que c'est impossible de faire le join sur le serveur de base de données. Alors, à quoi ça peut bien servir un truc où on n'arrive même pas à faire un join, qui a juste, en fait, ce qu'il y a là-dedans, mais il n'y a vraiment rien, il y a juste des properties, vous avez une gestion un peu douteuse des arrays, c'est vraiment très léger. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est un modèle ultra simple qui permet d'aller rechercher une donnée très très vite. C'est juste ça. Vous devez plus y penser comme un key value, ce genre de choses, même si ça n'a pas été prévu pour ça. C'est vraiment quelque chose qui permet d'accéder très rapidement à la donnée. Et pour arriver très rapidement à la donnée, il faudra aussi une bonne clé de partitioning. Donc ça peut être le pays ou des choses comme ça, mais il faut être capable d'accéder très rapidement à la donnée. Donc, les seuls cas d'utilité, c'est quand c'est du read-only, que vous avez des entités qui sont bien faites. Par exemple, la liste des pays, c'est un truc qui ne change jamais. Vous pouvez l'uploader, et là, ça a du sens de le gérer comme une entity. Okay? C'est généralement fait comme du master data et une open API. Un petit point, c'est pourquoi est-ce que ça a été rajouté dans Cosmos DB? Pas parce que c'était une super addition dans Cosmos DB et que tout le monde allait l'utiliser, mais c'est parce qu'ils essaient de se débarrasser de ça dans Azure Table Storage, qui était un truc qui a été offert avant Cosmos DB. Et en fait, qui fonctionne exactement maintenant de la même façon sur Azure Cosmos DB. Donc vous pouvez bénéficier de tous les avantages de backup, de latence, de réplication et tout ça, que vous n'aviez pas dans Azure Table Storage, et ils vont décommissionner Azure Table Storage. Donc si vous êtes un des rares qui a utilisé Azure Table Storage, faites attention, et il faudra peut-être passer sur Azure Cosmos DB assez vite. Alors, comment est-ce qu'on peut requêter ce genre de choses? On ne sait pas faire grand-chose comme requête, c'est très limité. Il y a une option filter, top, select, voilà, c'est à peu près tout. C'est exactement la même chose que du OData, donc si vous avez déjà fait du OData, c'est vraiment inspiré. Je ne vais pas faire de démonstration là-dessus, il n'y a pas beaucoup, il y a plus grand, plus petit, égal quand vous voulez faire un filtre where. Et super, ça supporte un or, and, même pas XOR, et ce genre de choses. Et il y a quelques types spéciaux. Donc, je ne vais même pas faire de démo là-dessus. Évitez d'utiliser ce genre de choses, sauf si vous avez un use case qui matche parfaitement avec ça. Mais franchement, vous n'irez pas très loin avec ce genre de choses. Et ce n'est pas vraiment la peine d'utiliser généralement Azure Cosmos DB pour faire ça. Troisième grande famille de modèles, ce sont les graphes. Alors, les graphes, c'est ce qui est utilisé de plus en plus. Si vous avez vu les enquêtes, que ce soit tout ce qui est les leaks pour le moment, Panama Leaks ou tout ça, toutes ces analyses ont été faites grâce aux graphes. Si vous n'avez pas les graphes, vous n'êtes pas capable de faire ce genre d'analyse. Et donc, un autre avantage des graphes, c'est que c'est hyper flexible et hyper facile à comprendre. En 1 minute, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à voir sur la théorie des graphes. La première chose, c'est que vous avez des nœuds ou des vertex.
parce que personne ne se met d'accord si c'est nœud ou vertex. Donc c'est exactement la même chose un nœud ou un vertex. C'est quoi? C'est une chose matérielle. C'est quelque chose que vous pouvez matérialiser. Ici, vous avez une personne, eh ben, il n'y a pas de souci, ça c'est un nœud. Vous avez une nouvelle technologie, ça c'est un autre nœud. Vous pouvez avoir différents types. C'est ce qu'on appelle des labels aussi. Donc, Cédric est une personne, nouvelle technologie est une activité dans ce cadre-ci. Donc, ce sont des types. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire facilement? Filtrer sur tous mes nœuds de type personne et je vais avoir Cédric. D'accord? En plus de ça, vous avez un deuxième type qui est les relations, les age. Donc, si quelqu'un aime une nouvelle technologie, vous allez tracer une relation. Sur chacun des deux, que ce soit aussi bien l'edge que le node, vous pouvez ajouter un ensemble de properties. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir. Si vous savez ça, vous savez tout sur la théorie des graphes et vous pouvez commencer à faire du graphe. Après, c'est un peu plus dur à mettre en action, bien sûr. Après, il y a un langage de query à assimiler, mais ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Quand est-ce qu'on va utiliser les graphes? Eh bien, on va utiliser les graphes quand les relations entre objets sont essentielles. C'est très dommage que les DB de type SQL classique, comme SQL Server, MySQL ou tout ça, soient sortis auparavant et aient pris le nom database, relational database. Parce que les relational databases, c'est vraiment les graph databases. La relation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important au niveau d'une graph database. C'est plus important que dans une DB de type SQL. Et quand est-ce que vous allez utiliser ça? Eh bien, quand vous avez vraiment beaucoup d'importance dans les relations. Donc, que vous avez des choses de type many-to-many. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de la commande et des clients, si vous dites, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir la relation entre la commande, le fournisseur qui est derrière, de savoir quel est le livreur et tout ça. Je veux faire des analyses pour savoir quel tel livreur, c'est plus souvent celui-là qui commande et ce genre de choses. Eh bien, ça, vous allez utiliser une graph database. Ça, c'est vraiment un bon cas pour une graph database. Les cas classiques, c'est la reconnaissance de patterns. Comme je l'ai dit, tout ce qui est les leaks et tout ça a été fait à base de ça. Donc, c'est tous les cas de fraude et tout ça, ils sont directement à partir des graph databases. Recherche de dépendance aussi, c'est-à-dire l'analyse. Je sais qu'il y a un incident, je vais regarder tous les événements qui se sont passés avant. Ah, je retrouve que c'est chaque fois le même pattern, et donc j'ai une analyse de root cause ou ce genre de choses. Ça, vous faites avec une graph database. C'est impossible de faire avec une DB relationnelle, ce genre de choses. C'est impossible à faire avec une document database. Donc ça, il faut utiliser les graph databases. Le chemin le plus court au centre du monde, c'est quoi? C'est de savoir que je ne connais pas la personne qui est là-bas, mais que probablement on a des copains qui se connaissent l'un l'autre, et que donc je peux trouver un chemin assez court pour accéder à cette personne. Ça se fait aussi avec des graph databases. Les Friends of Friends et tout ça, des gros utilisateurs des graph databases sont aussi tout ce qui est Facebook et tout ça, pour pouvoir ce genre de choses. Alors, une petite démo. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que ça fait exactement. Qu'est-ce que j'ai? J'ai stocké tous les résultats de karaté de ma fille. Heureusement, il n'y en a pas trop. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du karaté, elle fait différents combats qui appartiennent à différents rounds, qui appartiennent à différents stages et tout ça, qui sont au sein d'une division, d'un tournoi et tout ça. Ce que je veux faire, c'est analyser pour savoir si elle a perdu contre quelqu'un, si c'est une défaite qui était prévisible à l'avance, que la fille était beaucoup plus forte qu'elle, ou bien si elle a gagné et que c'était une victoire qui était surprise. Okay, donc ça, c'est un petit peu le but des analyses que je veux faire de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai d'abord été très patient. Et je dois prendre l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble des résultats. C'est passionnant. Donc, j'ai le nom de chaque personne et j'ai le score qui est ici. Alors, je vous passe les règles de karaté et tout ça. Je vous passe pourquoi après la finale, il y a encore des matchs. Ça, c'est pas grave. Et donc, ici, j'ai l'ensemble des résultats pour un ensemble de tournois, comme ça. Alors, la première chose que je vais faire, et ça, je ne vais pas le montrer, c'est que je vais parser cet ensemble de résultats pour obtenir un graphe. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon graphe? Si je pars du dessus, j'ai un premier type de nœud, donc un premier label, qui est les karatékas. Et là, j'ai toutes les informations que je dispose sur chaque personne, donc leur full name, first name, last name, ce genre de choses. Okay. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'ai trouvé les catégories à l'intérieur de tous ces fichiers. J'ai trouvé tous les combats. Donc, j'ai associé chaque combat à un round, chaque combat, j'ai associé des participants et tout ça. Donc, c'est très riche en termes de relations.
OK. Donc après, ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser ici une classe pour aller lire ce fichier graph.csv que j'ai créé. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est juste du parsing, mais à la fin, ça va émettre des vertex qui sont ici. Il va lire certaines lignes, il va faire « Oh, ça c'est un vertex », et voilà toutes les propriétés de mon vertex. Je vais créer un nouveau vertex, donc un nouveau nœud, et ici, je vais créer une nouvelle relation, donc un nouvel edge. À partir de là, il va tout envoyer vers un espèce de bulk. Le bulk va essayer de tout faire en même temps pour essayer de pousser le plus rapidement possible vers mon serveur Azure Cosmos DB. Alors, qu'est-ce que je fais au niveau de ce bulk? La première chose que je vais faire, c'est cracher la database s'il existe. Donc ça, c'est pas très intéressant. Et puis, je vais recréer la collection si elle n'existe pas, puisque chaque fois, il faut une collection aussi dans Azure Cosmos DB. Et puis, configurer un ensemble de retry et tout ça. Je ne vais pas expliquer pourquoi je le fais comme ça. Et ce que je vais faire ici, c'est vraiment utiliser mon bulk executor pour charger de manière asynchrone tous mes vertex et ici tous mes edges. OK? Donc, si je fais tourner ce genre de choses, hop, voilà, donc, hop, il a lu ici l'ensemble des vertex, et maintenant, il est juste en train de pousser tout le contenu vers ma base de données. Et donc là, il vient de m'inscrire 3000 objets, donc 3000 éléments, que ce soit des vertex ou pas, donc 600 vertex, 2300 edge, et tout est dans ma base de données. Donc maintenant, si je retourne sur ma base de données ici, je peux faire une simple query. Donc ici, je vais utiliser Visual Code. Pourquoi? Parce que Visual Code supporte notre ami Gremlin. Donc ça, c'est une query en Gremlin qui me permet d'interroger directement ici la bonne database, donc qui est la database dans le cloud, que je pourrais aller chercher directement dans le cloud, si je l'ai lancé. Non, mais je peux me connecter au portail et avoir exactement le même genre d'interface qu'ici. C'est beaucoup plus facile d'utiliser ici Visual Code pour faire ce genre de query. Okay. Donc là, je vois bien que j'ai en effet mes 676 vertex. Donc, si j'analyse un peu ma query, G, c'est le point de départ. Il faut toujours taper G en premier. Je ne sais pas si c'était une espèce de petite obsession du développeur, mais c'est toujours G. Le deuxième, c'est les vertex. Donc, c'est très court. C'est V pour les vertex. Si maintenant je fais, hop, j'ai les edges. Okay. Et count, ça fait un count. Alors, après, maintenant, si je veux faire quelque chose de plus intéressant, je vais rechercher si j'ai bien des informations sur ma fille. Donc, as. C'est vrai que tu vois pas ton clavier. Donc, full name. Charlie Alice. Comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai toutes les informations que j'ai uploadées à propos de ma fille. Donc, c'est pas difficile, il n'y a que son nom et son prénom. Si maintenant je me demande à combien de matchs a-t-elle participé, je vais regarder une relation out qui est de type participate. OK, et je vais compter donc, le nombre de combats qu'elle a fait. Puisque entre un karatéka et un combat, il y a une relation qui est participée. Et donc là, je fais vraiment le lien entre les deux. Et je dis, à partir du nœud que tu as trouvé qui s'appelle Alice Charlier, va plus loin et regarde les nœuds qui sont liés avec une relation participate et dis-moi combien il y en a. Elle a donc fait 13 combats. Si maintenant je change et que je demande combien elle en a gagné, combien la relation est non seulement participée, mais aussi de type gagné, elle en a gagné 10. Donc je peux faire très rapidement comme ça des analyses. Si vous rentrez chez vous et que vous essayez de faire ça avec un SQL Server ou un MySQL ou tout ça, je vous souhaite bonne chance et on se retrouve dans 2 semaines que vous me dites que vous avez abandonné. Surtout quand on va passer aux queries suivantes, puisque maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est de voir, et là je vais quand même faire comme ça, ici on va déjà avoir un truc un peu plus avancé. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre toujours ma fille comme point de départ, je vais voir tous les matchs qu'elle a gagnés et rechercher l'autre qui a perdu. Donc ici, je vais avoir la liste de toutes les personnes qu'elle a battues. Ok, donc ça c'est la liste de toutes les personnes qu'elle a battues, juste les full names de ces personnes-là. Maintenant, je vais essayer un truc un peu plus difficile. C'est ici de lui dire, tu commences, tu prends toujours comme point de départ ma fille,
tu le notes. Donc ça c'est as et, ça veut dire note-le quelque part parce que je vais te le redemander plus tard. Et puis tu répètes 3 fois une sortie, donc pour savoir contre qui elle a gagné et quelle est cette personne qu'elle a battue. Tu le fais 3 fois et tu dois retomber sur ton point de départ. Donc qu'est-ce que je suis en train de chercher ici? Je suis en train de chercher qui ma fille a battu, que cette personne-là ait battu quelqu'un d'autre, mais que cette troisième personne ait battu ma fille. En fait, ça devient illogique. Si tout le monde était de la même force et que tous les résultats étaient prévisibles, ça ne pourrait pas arriver. Je suis en train de chercher un cercle, en fait. D'accord? Et donc ça, c'est est-ce qu'il y a eu une fois un résultat bizarre? Ou un résultat inattendu? Alors, la réponse est oui, sinon je ne vous montrerai pas. Mais, donc voilà. Exécute. Et en effet, il y a eu un résultat bizarre. Alors si on veut voir le résultat bizarre, il va falloir faire un petit peu d'alchimie. Donc ça, hop. On va le faire comme ça. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, je peux voir que j'ai donc ma fille comme point de départ, qui a battu une autre petite fille qui s'appelle Esdina. Et cette petite Esdina a battu une fille qui s'appelle Maëlie. Par contre, Maëlie a battu ma fille, Alice. Et donc là, on a un espèce de triangle comme ça, où le résultat est illogique, ou en tout cas pas prévisible. Ça veut dire qu'elles sont plus ou moins de la même force, ou bien qu'il y en a une fois qui s'est plantée dans son combat. Alors ça, c'est faisable en quelques lignes de code. Hein. C'est vraiment très très peu. Alors c'est pas toujours évident à comprendre quand on n'est pas habitué à ce genre de code, mais c'est impossible de faire ça avec d'autres bases de données. Il n'y a que les graph databases qui permettent ce genre de choses. OK. Alors, le point suivant, c'est sur Cassandra. Alors là, j'ai vraiment très très peu à dire. Je suis absolument pas un spécialiste de Cassandra. Ok, c'est assez récent dans Azure Cosmos DB et j'ai jamais utilisé Cassandra avant. Donc là, je peux pas beaucoup vous aider. C'est du column family. C'est des choses où il y a l'équivalent en SQL Server qui s'appelle le column store index. Ce qu'il faut éviter de faire aussi avec Cassandra, c'est de normaliser, donc d'essayer de faire des tables et des jointures entre. C'est pas bon avec Cassandra. Il faut essayer de faire ça un minimum. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Le schéma est aussi hyper flexible, c'est différent d'un document database. Il y a possibilité d'avoir des arrays, ça c'est le cas pour la plupart des DB NoSQL, mais ce n'est pas le truc qu'il faut utiliser à tout prix, Cassandra. Alors Cassandra, c'est une des seules bases de données pour le moment qui est de moins en moins utilisée. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils se font prendre des parts de marché par Azure Cosmos DB et la plupart des gens essaient de faire des migrations vers Azure Cosmos DB. Si vous avez du Cassandra, la tendance est plutôt à en sortir. Alors, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Quand la lecture se fait par clé, quand vous ne faites pas d'update, quand vous faites du tracking, du product catalog, ce sont des cas qui sont très bons pour Cassandra. Des time series aussi, c'est très bon pour Cassandra. Je sais qu'il y en a d'autres qui utilisent des document database, mais chacun fait comme il veut. Ne l'utilisez pas si vous voulez faire des aggregates et des joins. Okay? Ça, c'est vraiment le mauvais plan d'utiliser Cassandra. Alors, avant-dernier point, c'est la... Oui? Oui? Alors, c'est jamais 100%, c'est jamais blanc ou noir, mais c'est plutôt la recommandation avec Cassandra. Donc, un peu de consistance. Donc, il y a, sous Cosmos DB, 5 modes de consistance. OK, alors les noms, ils sont affichés, vous savez lire comme moi. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une très faible latence. Ah, on va par là. Donc, plus on va par là, plus la latence est faible. C'est-à-dire que plus vous pouvez faire la requête rapidement, avoir le résultat rapidement et ce genre de choses. Donc, vous avez un meilleur taux de vitesse en lecture. C'est ça la latence. Alors, après, ça veut dire que les résultats sont un peu plus douteux quand vous êtes de l'autre côté. Tout ce que vous gagnez en vitesse, vous le perdez en précision. Ça ne veut pas dire qu'il va vous répondre quelque chose qui est complètement faux, mais quelque chose qui n'est peut-être plus vrai. C'est ça la latence. C'est si malheureusement vous écrivez en même temps que vous lisez, eh ben, il va peut-être vous donner l'information avant que la personne n'ait écrit. Pourtant votre query a été
passer après. C'est vraiment ça la latence. Alors plus vous utilisez de la georeplication et tout ça, et plus la latence c'est quelque chose d'important, et donc plus il faut jouer sur ce genre de choses. Utiliser systématiquement le mode strong est une bêtise, vous êtes en train de consommer des ressources pour rien, parce que franchement, 95% du temps, vous n'avez pas besoin d'une consistance qui soit strong. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça de façon relativement simple en 4 minutes? C'est vraiment ça le grand challenge ici. Vous avez ici le résultat d'un match de foot. Donc vous avez l'équipe qui mène 0-1, 0-2, puis 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker le nombre de buts qui a été marqué par l'équipe visitée et par l'équipe visiteuse dans deux objets différents. Ok? Tous les deux sont stockés dans Azure Cosmos DB. Et donc, si vous utilisez un mode strong et que le score vient de passer à 5-3, vous êtes sûr, vous aurez comme résultat 5-3. Pas d'ambiguïté. Jusque-là, c'est facile. Donc ça, c'est le mode strong. C'est vraiment le dernier résultat, le dernier update qui a été fait dans la DB. Si vous utilisez ce qu'on appelle du bounded stateless, ça veut dire que vous lui dites « Ouais, je ne veux pas nécessairement avoir le dernier résultat, mais tu dois me garantir que tu ne remontes pas plus qu'un certain nombre de mises à jour. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, si je fais du bounded stateless sur 2, eh ben, ça veut dire qu'il va me donner n'importe quel résultat, 3-3, 4-3 ou 5-3. Donc, vous n'êtes pas sûr de ce qui va vous retourner, mais vous êtes sûr que c'est quand même quelque chose d'assez récent. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce que si vous avez vraiment quelque chose comme ça qui se passe ou tout quasiment en live, franchement, si on est sur un match de foot qui se passe à 800 à l'heure et que le score évolue comme ça, vous êtes sur des microsecondes et l'utilisateur ne saura jamais si vous avez introduit le nouveau score avant ou après. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un refresh 2 secondes plus tard, et 2 secondes plus tard, il aura la garantie, puisque là on ne sera plus dans du concurrentiel, d'arriver au score de 5-3. Donc il finira par avoir la bonne information. Donc regardez l'importance d'être sûr qu'il a la bonne information. Si vous avez une ressource qui est hyper rare et que vous devez gérer votre stock, là, vous êtes obligé de faire du strong, parce que vous ne pouvez pas vendre à 2 personnes la même chose. Maintenant, si vous avez 10 000 bits, quelle est la probabilité que ce soit justement le dernier et qu'on n'est pas sûr qu'on l'a en stock ou pas? Quasiment zéro. Et de toute façon, la probabilité qu'il y en ait un qui ait volé un bit dans le stock est plus grande que la probabilité que vous en arriviez là. Donc faire du strong partout, c'est peut-être pas la bonne idée non plus. Le troisième mode, c'est le session. Alors, le session, lui, va vous garantir un truc. Si c'est vous qui écrivez, c'est sûr, vous allez lire le bon score. Puisque c'est vous qui avez le token pour écrire, vous allez lire le bon score. Par contre, si ce n'est pas vous qui écrivez, là, c'est plus douteux. Vous pouvez avoir n'importe quel résultat, comme le 4-3, le 3-3. Vous pouvez même avoir un 3-0, parce qu'il peut très bien aller lire le premier objet, qui est le nombre de buts à domicile, de façon correcte, où il prend le dernier résultat. Par contre, l'autre, il ne va pas vous prendre le dernier résultat, et donc il va vous remonter à 0. Donc ça, c'est possible. Donc c'est même un score qui n'a jamais existé, parce que les deux objets ne sont pas synchronisés dans ce cadre-là. Donc ça peut être assez dangereux, mais la garantie de session, c'est que celui qui écrit a le bon score. Donc si vous devez gérer un stock, par exemple, et que vous faites du moins et en même temps de la lecture, si c'est sur celui qui écrit, c'est pas très grave, et ce mode-là peut tout à fait survivre. Un autre qui est possible, c'est Consistent Prefix. Et lui, qu'est-ce qu'il vous garantit? Il vous garantit que les deux objets, donc le nombre de buts à domicile et le nombre de buts en déplacement, sont, eux, correctement synchronisés. Donc vous ne pouvez avoir qu'un score qui a existé à un moment donné. Mais c'est peut-être pas le dernier. Mais ça va très vite pour le lire. Ce n'est pas garanti que c'est le dernier. Mais vous n'aurez pas un score qui n'a pas existé à un moment donné. Par contre, Eventual Consistency, là vous n'avez plus de synchronisation entre vos deux objets, et donc vous pouvez avoir n'importe quelle valeur. Vous ne pouvez pas avoir un 6, on va s'en limiter à 3,5, mais là vous pouvez avoir n'importe quoi. Alors de nouveau, ces cas où il retourne n'importe quoi n'arrivent que quand vous êtes vraiment quasiment en même temps sur de la lecture et de l'écriture. C'est pas ma DB retourne n'importe quoi. Si maintenant le match il est fini depuis 3 jours, vous aurez le bon résultat, ça il n'y a pas de problème. Ok? Donc ça c'est vraiment la consistance, c'est super important pour améliorer vos performances, c'est super important pour payer moins cher, et c'est très important si vous voulez vraiment bien comprendre, parce qu'il y a des gens qui choisissent aussi parfois toujours éventuel et qui se disent oui tout va bien aller. Non, il y a quand même des cas où il faut peut-être passer à du strong. Ok? Un petit peu plus loin, donc qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau au niveau de Azure Cosmos DB? Eh bien, vraiment la tendance, c'est d'avoir de plus en plus d'API de compatibilité. Ils ont d'abord sorti MongoDB, ils ont d'abord sorti Gremlin, MongoDB, puis ils ont sorti Gremlin, donc qui est tout ce qui est graph, et puis ils ont sorti Cassandra.
Et donc, ils travaillent encore sur de nouvelles API de compatibilité. Donc là, c'est vrai qu'il y a du marketing derrière, mais c'est vrai aussi que nous, ça nous permet de changer. Et Cassandra arrive quand même tout doucement en bout de vie. Je vais me faire des copains chez Cassandra, moi. Et donc, c'est peut-être pas plus mal de passer sur Cosmos DB, et ça facilite la migration. Un autre point que ça facilite, c'est si vous dites oui, j'ai utilisé Cassandra vraiment pour un bon use case de Cassandra, j'ai des super performances aussi sur Azure Cosmos DB. Vous pouvez très bien utiliser pour une partie de votre database un modèle de type column-wide, et pour un autre modèle, vous vous dites, oula, là il me faudrait plutôt une document database, vous pouvez combiner les deux à l'intérieur de la même DB et faire des queries entre les deux. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas un problème. Donc ça c'est faisable aussi. Donc un autre point sur lequel il travaille beaucoup pour le moment, c'est d'agrandir l'API qui est commune sur Cosmos DB entre Gremlin et MongoDB aussi. Sinon, c'est toujours pas intégré avec Azure Active Directory, ça c'est vraiment une espèce de blague récurrente, quoi. Quand est-ce que ça va arriver? Pour l'instant, vous ne pouvez pas gérer vous-même vos backup restore, ça va arriver. Un autoscale du throughput aussi, donc, comme je l'ai dit, vous pouvez configurer, vous pouvez régler vous-même la puissance que vous accordez à la base de données. Si vous dépassez cette puissance, donc si vous mettez trop de queries, au bout d'un moment, vous allez avoir des request errors, et donc là, il faut attendre une seconde pour pouvoir refaire la query. Automatiquement, le framework fait un handle de ça jusqu'à un certain nombre de retries. Au bout d'un moment, il y a un souci, tu devrais augmenter le throughput, ou bien tu attends un jour pour faire ta query. Donc, comme je l'ai dit, amélioration du support MongoDB, vraiment tout ce qui est document validation, positional array update, amélioration du support Gremlin et amélioration aussi du support SQL. Donc, ils travaillent toujours aussi sur l'API SQL. C'est faux de dire qu'elle est complètement deprecated et qu'il faut utiliser MongoDB. Ils travaillent toujours dessus, ils essaient de l'améliorer. Et il y a énormément de gens qui continuent à choisir cette API SQL. Voilà, c'est la fin.